I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous dans votre émission de décryptage de l'actualité. L'Irlande a souvent été citée en exemple. Google, Facebook, d'autres grandes multinationales lui ont dit oui grâce à un impôt sur les sociétés attractif. Question ce matin, le Maroc peut-il faire pareil? C'est la revendication du patronat, notamment créer de nouvelles tranches d'IS pour favoriser l'emploi et aider les entreprises à se développer. L'impôt sur les sociétés, est-ce la solution miracle pour les entreprises? Notre décodeur aujourd'hui, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. On va décrypter ce sujet en première partie. En deuxième partie, à partir de 9h45, nous parlerons avec vous des startups clean tech ou green tech, autrement dit ces entreprises de moins de 5 ans qui innovent en matière de lutte contre le réchauffement climatique ou de protection de l'environnement. Elles sont encore peu connues, mais ces startups commencent à avoir une certaine cote au Maroc. À 2 mois de la COP22, peut-on parler d'une dynamique justement qui est en marche? Et si oui, comment accompagner cette dynamique? Vous nous le direz. 55 77 par SMS pour réagir. Posez vos questions ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques, 55 77 par SMS, 6 dirhams TTC. C'est la rentrée et la CGM commence à pointer le bout de son nez avec des revendications qui ne sont pas nouvelles, notamment sur l'impôt sur les sociétés. C'est de cela dont on parle ce matin. Cette réclamation qui date depuis 3 ans, qui a commencé à être mis progressivement en application, mais très timidement. Amine Diori, vous me corrigez, je parle sous votre contrôle. Oui, la progressivité de l'impôt sur les sociétés, déjà mis en application l'an dernier, tout doucement. Alors, c'est juste un ajout de taux intermédiaire. La vraie progressivité vise à apporter davantage d'équité entre les différents contributeurs sociétés. Donc on a rajouté des tranches intermédiaires. Exactement. Donc on a rajouté la tranche de 20%. Pour les entreprises qui ont un bénéfice fiscal compris entre 300 000 et 1 million de dirhams. Donc maintenant, on veut la vraie progressivité. D'ailleurs, la CGEM est prêt à faire des concessions là-dessus, c'est-à-dire que pour le taux maximal qui est aujourd'hui de 31% pour le résultat supérieur à 5 millions de dirhams, ils sont prêts à accepter un taux nominal de 32%. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire peut-être un tableau, grosso modo, des 5 pour l'instant taux d'imposition sur les sociétés qui sont en application ici au Maroc. Alors on a 10% pour les entreprises qui font moins de 300 000 dirhams de bénéfice fiscal. Ensuite, entre 300 000 et 1 million, donc c'est 20%. Entre 1 million et 5 millions, c'est 30%. Au-delà de 5 millions, cette tranche bénéficie d'un taux de 31%. Et pour les banques, c'est 37%. Et donc là, la CGM revendique d'autres tranches, notamment avec plus de progressivité, et vous l'avez dit, une hausse peut-être de certaines tranches et une baisse de tranches plus inférieures pour aider les petites entreprises. Exactement, c'est ce qu'elle demande. Ça fait quelques années que cette demande existe. Maintenant, je suis pas certain que ça résolve le problème principal à mes yeux de l'impôt sur les sociétés, qui est celui de l'iniquité dans le fait de payer l'impôt. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a près de 70% des sociétés qui déclarent un bénéfice fiscal nul ou négatif. C'est-à-dire que ces entreprises ne payent pas l'IS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 40 milliards de recettes fiscales de l'IS, que représente l'IS, sont payées par 30% de ces sociétés. Pire que ça, les 10 principales sociétés du Maroc payent 25% de l'IS. Et c'est ça, à mon avis, le principal problème. Si on veut davantage de recettes fiscales, il faut élargir l'assiette globale. Donc c'est un faux problème, cette revendication, cette réclamation de la CGM. Il faut plutôt d'abord poser 4 sur table et régler le problème de l'impôt en soi, ici, pour les entreprises. Je pense qu'il faut régler cette question de l'assiette fiscale. On voit bien, par exemple... En France, ils ont le même débat. On parle d'ailleurs, la France, c'est assez drôle. Ils vont adopter le gouvernement a prévu d'adopter la même loi que le Maroc, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter une tranche supplémentaire pour les PME. Aujourd'hui, ils ont un taux bas de 9% pour les bénéfices fiscaux inférieurs à 38 000 euros. Ils vont rajouter un taux intermédiaire de 28% et le taux maximal qui est de 33%. Donc la France à ce niveau-là va copier sur le Maroc. Mais c'est un faux problème ou c'est quand même une solution? Les deux à la fois? Non, je pense que la vraie question, c'est celle de l'équité fiscale. Tout le monde doit payer l'impôt. C'est ça la vraie question. La progressivité, certes, ça amène aussi de l'équité, mais le principal problème à mes yeux, c'est l'assiette globale.
Je posais la question tout à l'heure en introduction des décodeurs atlantiques. Le Maroc peut-il faire pareil que l'Irlande? Vous parlez de la France. Pour l'instant, l'impôt sur les sociétés lui ramène 2% de recettes fiscales, enfin par rapport au PIB. 2%. 2,5% pardon pour l'Irlande et 2% pour la France. Ouais. C'est-à-dire que l'Irlande aujourd'hui qui a baissé pourtant son impôt sur les sociétés et qui arrive à plutôt convaincre et ramener des grandes multinationales, son système fonctionne mieux que la France. Ouais. Et pour nous, on irait dans quel sens? Alors, c'est vrai que la vraie question, c'est pas tant le taux nominal en lui-même. Aujourd'hui, en France, par exemple, il est de 33,3%. Et malgré cela, les recettes fiscales sont moins importantes en pourcentage du PIB que celui de l'Irlande. Pourquoi? Parce que derrière, il y a aussi beaucoup d'exonérations qui viennent diminuer le montant réel payé. Si on regarde le taux réel de l'impôt sur les sociétés, on est pour les grandes sociétés, par exemple, on est autour de 10-12%. Maintenant, au sein de l'Union européenne, c'est vrai que la tendance globale, c'est plutôt à la baisse de l'IS. Il y a une compétition entre les différents pays. La Grande-Bretagne vise à baisser son IS à 20% et se rapprocher de l'Irlande autour de 15%, enfin diminuer à hauteur de 15%. Les autres grands pays de l'Union européenne visent à faire la même chose. Donc on voit bien que la question de l'IS, c'est une question qui est très importante en termes de compétitivité, d'attractivité des sociétés. L'Irlande le montre bien avec un taux réduit de 12,5%. Et grâce à cela, de nombreux sièges sociaux se sont installés là-bas. Vous avez cité Apple, Google, Facebook, etc., etc. On va parler d'Apple peut-être pour conclure par rapport à l'actualité justement et avec l'Irlande. Mais d'abord, juste quel impact ça aurait une telle décision si on applique concrètement la mesure de la CGM, cette progressivité presque absolue, on va dire, de l'impôt sur les sociétés au Maroc, sans corriger les aspects profonds de la problématique de l'élargissement de l'assiette fiscale, notamment ici au Maroc. Est-ce que ça aurait des effets sur l'emploi? Est-ce que ça aurait des effets sur la dynamique des entreprises? Alors, en termes de la première conséquence, c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement ne l'a pas appliqué complètement, c'est la question aussi du manque à gagner. Ça représenterait un manque à gagner d'environ 1,5 milliard de dirhams. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est vrai que ça peut avoir un impact positif. L'IS a un impact positif, peut avoir un impact positif sur toutes les questions d'investissement et effectivement d'emploi. On pourrait créer davantage d'emplois, être plus attractif, attirer davantage d'entreprises étrangères qui viendraient s'installer au Maroc. Et grâce à cela, on aurait davantage d'emplois créés. Maintenant, je tiens à rappeler quand même que au Maroc, il y a des entreprises qui bénéficient d'exonération totale de l'IS, c'est notamment les entreprises qui sont installées dans les zones franches. Donc ça, pour l'instant, c'est un bon point. Ça convainc des entreprises, les entreprises qui participent notamment à l'exportation, bien sûr. Mais voilà, au plan d'accélération industrielle. Bien sûr, c'est un point très positif pour ces entreprises-là. Mais au sein d'un même pays, on crée une dichotomie entre les entreprises industrielles locales qui produisent localement et celles qui ont une vocation d'exportation. Celles-là on bénéficie d'une exonération totale d'IS pendant 5 ans et par la suite d'un impôt de 8,75% pendant 20 ans. Alors que les entreprises dites normales qui font partie du tissu industriel marocain 10% et puis après ça monte à 20%, 30%. Et qu'est-ce que vous nous dites, Aminouri? Ça veut dire qu'il faut peut-être faire du nettoyage dans ce sens-là, peut-être revoir ces privilèges? C'est une revendication, en tout cas, de beaucoup d'organisations internationales. Alors, pas de supprimer, parce que ça fait quand même partie de notre avantage concurrentiel par rapport aux autres pays, mais au moins d'homogénéiser ces taux par rapport à l'industrie locale. D'appliquer ces taux très réduits aux entreprises locales pour qu'elles puissent bénéficier des mêmes effets. Entreprises et emplois seraient les grands gagnants de cette progressivité de l'IS. L'État serait perdant avec 1,5 milliard de recettes fiscales en moins si on mettait en place cette revendication. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui compte le plus? L'emploi ou ou les entrées fiscales? Les deux, puisque si on diminue les recettes fiscales... Parce qu'en matière de politique d'emploi, c'est pas la réussite pour le gouvernement actuel. Ça aurait pu peut-être... La conjoncture n'est pas non plus excellente, avec un taux de croissance à peine supérieur à 2%, difficile de créer énormément d'emplois. On n'est pas encore dans le cas de pays industrialisés où avec 1% de croissance on crée de l'emploi aujourd'hui, c'est le cas de la France, mais au Maroc on n'est pas encore dans ce cas-là. Il faudrait au moins 4-5% de croissance pour arriver à créer des emplois nets. Mais c'est un pari risqué ou pas si on met en place cet impôt sur la progressivité, si ça bloque depuis 3 ans?
Si ça bloque, c'est surtout pour des questions de recettes fiscales. Le budget. Oui, bien sûr. 1,5 milliard de recettes en moins, ça représente quand même un budget. Il y a des postes à financer. On a vu la masse salariale qui voilà, qui est toujours présente. L'administration publique, effectivement, il faut payer les salaires, il faut payer les hôpitaux, il faut payer les écoles, etc. Donc moins de recettes, c'est évidemment problématique. Il faut trouver des contreparties. À l'intérieur de cette administration, notamment au niveau de la masse salariale. Ouais. Je voulais parler avec vous de l'Irlande parce qu'il y a cette affaire avec Apple. Alors on parlait d'Apple qui justement est basée en Irlande. Problématique puisque justement hier la Commission européenne a réclamé à Apple 13 milliards d'euros en amende par rapport à des problématiques sur la fiscalité en Irlande où elle a son siège social. L'Irlande ne veut pas de l'argent d'Apple ce matin. C'est une annonce officielle. Bon, alors, elle a tout à gagner en annonçant qu'elle ne veut pas cet argent de Apple alors que ça représenterait 23% de son budget annuel. Non, oui, bien sûr, mais c'est un calcul. Comme on l'a dit, 2,5% de ses recettes par rapport au PIB. Donc c'est quand même. Elle n'a pas envie de perdre cette manne. Aujourd'hui, face à la concurrence d'autres pays, notamment du Royaume-Uni, enfin plutôt de la Grande-Bretagne, j'ai envie de dire, elle n'a pas envie de perdre la compétition en matière d'IS et d'implantation d'entreprises étrangères. Donc elle a intérêt à être moins regardante sur ce qui se passe sur son territoire. Elle veut continuer à attirer les grandes entreprises et c'est normal. C'est une tactique qu'il faudrait aborder ici, calquer entre guillemets au Maroc. Fermer les yeux. Bon, on le fait déjà à travers les zones franches. D'ailleurs, ça fait partie de la charte de l'investissement qu'on a présentée très récemment. Créer des zones franches dans toutes les grandes régions du Maroc, ça revient à créer des zones des zones au Maroc où la fiscalité est avantageuse pour pas mal d'entreprises qui sont implantées là-dedans. Et mieux que ça, maintenant les entreprises exportatrices pas forcément implantées dans ces zones franches ont la possibilité de bénéficier de ces exonérations fiscales. Donc, moi, je parle des grands groupes. Je parle comme par exemple Apple. Alors Apple n'est pas au Maroc, mais je pense à Google, je pense à Facebook, je pense à Microsoft. Par exemple, on a vu le blocage de la VoIP, qui est toujours actif en ce moment. On réclame notamment à ce qu'il participe à l'économie, à l'impôt. Justement, ça peut être dissuadant pour des grandes entreprises de venir ici au Maroc. Alors, à mon avis, c'est pas le modèle irlandais, par contre, qu'on applique. Il y a pas que la question de l'IS qui compte pour l'implantation des grandes entreprises. Je pense que derrière, il y a aussi une question d'infrastructure. Il y a une question aussi de main d'œuvre. Comment elle est structurée. Est-ce que sur place, ils vont trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir produire des produits à forte valeur ajoutée. Donc tout ça rentre dans la réflexion. L'IS, à mon avis, n'est qu'un élément parmi d'autres pour pousser les entreprises à s'implanter. Amine Diouri, la recette gagnante, donc élargissement de l'assiette fiscale. Oui. Numéro 1. Obligé. Numéro 2. Revoir peut-être ces privilèges. Alors une idée intéressante que j'ai lue dans la presse, enfin par rapport à ce qui a été proposé au niveau de la France et notamment du gouvernement français, c'est de proposer un taux réduit de 12,5% pour les entreprises qui réinvestiraient les bénéfices dans les capitaux propres, dans les fonds propres de leur entreprise. Ça pousserait justement ces entreprises à se renforcer au niveau de leurs fonds propres, ce qui ne pourrait être que bénéfique pour elles. Numéro 3. Une troisième proposition. Alors après, la question, c'est pour pouvoir élargir l'assiette fiscale, il faudrait lutter, à mon avis, efficacement contre les entreprises qui se situent aujourd'hui dans le secteur de l'informel. Vous écoutez Atlantique Radio, vous avez bien raison, il est 9h35, la suite des Décodeurs Atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Nous sommes ce matin avec Amine Diouri, rebonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisk et dans un instant on va parler avec vous des startups Clean Tech ou Green Tech, autrement dit ces entreprises de moins de 5 ans qui innovent en matière de lutte contre le réchauffement climatique ou de protection de l'environnement. Y a-t-il vraiment une place à jouer pour le Maroc pour ces startups? En tout cas, elles commencent à voir le jour de plus en plus, elles se multiplient à quelques mois maintenant, quelques semaines plutôt, on est à 2 mois de la COP22. Peut-on parler d'une dynamique qui est en marche et si oui, comment accompagner cette dynamique? Ce sera le deuxième sujet qu'on va aborder dans quelques instants, mais avant, la séance coup de gueule, coup de cœur, qu'est-ce que vous nous savez choisir aujourd'hui? Je crois que c'est une opération un petit peu Clean Tech, Green Tech, ou ça s'approche de ça? Exactement, c'est une opération chassons les déchets.
Oui. Très intéressante. Alors, ce qui est innovant dans cette opération, c'est que c'est une opération éco-citoyenne, c'est-à-dire un citoyen de Kénitra, donc à propos du lac Bourhaba, qui est un lac qui surplombe la plage de Média, donc un endroit magnifique, une faune, une flore magnifique, un endroit paradisiaque pour les passants, pour les pique-niqueurs, et malheureusement transformé en poubelle géante. Ouais. Bon, on peut pas dire ça autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, cette personne amoureuse de cet endroit a mobilisé simplement via un compte Facebook ses contacts. Et puis il y a eu un effet boule de neige. Les gens ont commencé à en parler autour d'eux. Il a réussi à mobiliser plus d'une centaine de personnes qui sont favorables à son initiative. Jusqu'à il a mobilisé une centaine de personnes. Oui, bien sûr. Alors après, les personnes qui se sont réellement mobilisées pour venir nettoyer le lac, bon, étaient plusieurs dizaines quand même. J'en faisais partie. Ce que j'ai vu, franchement, c'était très navrant. À l'abord du lac, on trouve vraiment de tout. On trouve des canettes de bière, on trouve des canettes en plastique, on trouve des sachets en plastique qui sont vraiment enfoncés dans le sable. Et pour la faune et la flore, c'est désastreux. Vraiment, j'ai été impressionné par ce que j'ai vu. Maintenant, pourquoi j'en parle? J'ai envie de dire 3 choses par rapport à ça. La première chose, c'est qu'on n'est pas obligé. Déjà, je veux soutenir ce type d'initiative et dire que voilà, une personne seule, il ne faut pas se dire que parce qu'on est seul, on ne peut rien faire. On n'est pas obligé d'être fataliste et de regarder la situation se dégrader. C'est un militant associatif ou c'est une personne c'est un simple médecin, lambda, simple médecin. C'est un médecin, mais qui a su mobiliser et les gens et les autorités locales de médias pour cette opération. Donc on n'est pas obligé de regarder spectateurs et de voir les choses se dégrader. On peut agir. Hein, une personne motivée peut agir. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que sur le long terme, ce type d'opération, elles sont intéressantes, mais sans l'engagement ferme et définitif des autorités locales, publiques, on peut pas arriver à avoir de vrais résultats. Il faut que les autorités prennent ces dossiers en main et s'engagent à fond dans le nettoyage de toutes ces zones qui sont importantes pour notre environnement. Dans ce cas. Et le troisième point que je voulais dire, c'est que par rapport, il y a un vrai travail de sensibilisation par rapport aux gens. Quand vous sortez, vous promenez dans le lac, mais ramassez vos déchets, ne les laissez pas sur place. Il y a des poubelles, il y a ce genre de choses. Pensez à votre environnement. Il y a des poubelles sur ce lac, autour de ce lac? Il y a des poubelles, oui. Il y a des poubelles, mais malheureusement, les gens préfèrent laisser sur place leurs déchets, les enterrer parfois, lancer leurs canettes le plus loin possible dans l'eau, et ça crée un désastre écologique. Bon, en tout cas, un beau message à la veille de cette COP22, à 2 mois de cette COP22, et on voit, c'est vrai, de plus en plus de gestes et d'initiatives éco-citoyennes qui sont faites. Il faudrait que maintenant les autorités locales y répondent peut-être plus fréquemment, surtout au niveau des petites localités. Et place à notre deuxième sujet ce matin, toujours avec Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. On parle de ces startups cleantech ou greentech, autrement dit ces entreprises qui innovent en matière de lutte contre le réchauffement climatique ou de protection de l'environnement. Est-ce qu'il y a une place vraiment à faire au Maroc? Elles sont encore peu connues, mais ces startups commencent à avoir une certaine cote à quelques semaines maintenant de la COP22, à 2 mois de la COP22. Amine Diori, ce qu'on peut dire déjà, peut-être pour commencer, c'est que le Maroc a des arguments à vendre pour justement faire émerger ces startups. Oui, bien sûr. Déjà, on a des grands projets structurants au Maroc, notamment le projet Nord Ouarzazate, le projet solaire. On aura un projet éolien à Tanger. Donc de grands projets qui classent directement le Maroc dans le top 10 aujourd'hui des pays en plus forte croissance dans ce type de domaine. Donc à ce niveau-là, on a des arguments à faire valoir. Maintenant, il faut voir aussi que on demande à des sous-traitants étrangers de réaliser ces projets. On n'a pas encore un écosystème local qui soit capable de prendre en charge une partie de ces gros projets. Donc pour l'instant, place à 0 start-up. Non, je dis pas ça. Il y a des idées malgré tout. Il y a des projets qui innovent justement, vous l'avez dit, dans ce domaine de l'environnement, de la gestion des déchets, etc., la gestion de l'eau. Et c'est très bien. Il y a énormément d'idées intéressantes. J'en ai retenu 2. Par exemple, Greenhouse qui a inventé une solution qui permet de mesurer le niveau d'eau nécessaire pour un champ.
par exemple. Donc ça évite les gaspillages, ce genre de choses. Et on connaît le Maroc et sa problématique de stress hydrique. Bien sûr, c'est une question primordiale. Un des 10 pays au monde qui sera le plus frappé par le stress hydrique. Ouais, bien sûr. Donc cette question-là, elle est primordiale. Donc juste le fait d'avoir trouvé cette solution, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a une autre société qui s'appelle Kilimanjaro qui transforme l'huile domestique en biocarburant. C'est une idée géniale aussi. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a des grands groupes qui viennent s'implanter ou qui sont déjà là, qui mettent en place des grands projets structurants, mais pour l'instant, on fait appel plutôt à des entreprises, des sous-traitants étrangers ou en tout cas pas de l'innovation marocaine pour l'instant. Je pense qu'il faut différencier ces deux aspects. Il y a les projets structurants d'un côté, donc ça c'est plutôt c'est la volonté d'un État de penser à l'avenir en termes d'énergie propre. C'est le cas des deux projets dont j'ai parlé. De l'autre côté, il y a des initiatives privées, et c'est le cas de Kilimanjaro et de Greenhouse, mais il y en a beaucoup d'autres. Des projets environnementaux, de gestion de déchets, etc., qui sont là. Et d'ailleurs, ils bénéficient d'un environnement qui est très favorable, dans le sens où aujourd'hui il y a beaucoup de réseaux d'incubateurs qui s'occupent justement de ce type d'entreprise. Il y a Startup Maroc, il y a beaucoup d'autres, Bidaya Casablanca qui incube également ce type de... Qui a ouvert récemment, qui a ouvert il y a voilà, moins exactement. d'un an. Donc il y a un réseau d'incubateurs, il y a du financement public pour financer justement la recherche et développement. C'est le cas de IRSEN par exemple, qui bénéficie d'un budget de près de 250 millions de dirhams en fonds publics et qui reçoit également de l'argent des fonds internationaux et qui peuvent investir dans des laboratoires et des centres de recherche. Donc ça, c'est de très bonnes choses. Donc en matière de projet, on a beaucoup de choses à mettre en avant. Maintenant, à mon avis, le point critique, c'est comment on passe de la phase projet à la phase entreprise. On peut avoir une excellente idée, mais maintenant, l'entreprise, ça signifie qu'on va la transformer, on va avoir de l'argent, des rentrées d'argent. Donc ça signifie qu'on a un marché qui existe, qu'on a des clients, qu'on a pensé à un bon business model, c'est-à-dire comment je vais gagner de l'argent grâce à ce projet. Est-ce qu'on pense déjà au business model ? Vraiment suffisamment bien. On sait des fois que c'est souvent la réclamation des banques. On veut voir votre business model, on veut des garanties personnelles. On bloque aussi l'initiative ? Alors, la question du business model, du business plan, il est très important. Alors, ce sera pas la question du banquier, puisque le banquier ne financera pas ce type de projet, sauf s'il vous prête à titre personnel. Mais si vous voulez que quelqu'un investisse dans votre projet, ce sera plutôt en fonds propres, donc ce sera plutôt un fonds d'investissement. Et on en parlera tout à l'heure. Ça c'est le troisième point, effectivement, c'est la question du financement. Mais déjà, rien que de transformer une idée un projet en entreprise, c'est très difficile. Il faut penser à tous ces aspects-là. Parfois, on peut avoir une très bonne idée, mais le marché n'est pas là, ou n'est pas encore mature. Et dans ce cas, impossible de transformer ce projet. C'est ça la principale difficulté. La deuxième difficulté, on vient d'en parler, c'est la question du financement, le financement de ce projet. Jusqu'à présent, jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de fonds d'amorçage pour financer ce type de projet. Heureusement, depuis juillet, donc avec l'accord qui a été signé pour la création du fonds Innovinvest, qui va être doté de 500 millions de dirhams de dotation, on aura un fonds qui va permettre de financer ce type de projet. Ouverture en octobre-novembre. Exactement. À terme, il va falloir penser à d'autres sources de financement. Alors je pense aussi à l'equity crowdfunding, notamment Affinity qui est aujourd'hui installé au Maroc. Mais il lui manque un cadre légal derrière tout ça pour pouvoir développer son activité. Le crowdfunding, on rappelle, un financement participatif. Notamment. Exactement, c'est des particuliers en fait qui investissent dans qui apportent des sommes et qui, mis bout à bout, forment des montants intéressants pour le projet. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment d'une véritable dynamique qui est en marche? Je parle dynamique au niveau des initiatives, des idées de création d'entreprises en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Quand on voit une interview qui a été réalisée récemment de Naoufal Chama de Startup Maroc, on rappelle, Startup Maroc est un concept importé des États-Unis avec notamment un concept qui s'appelle Startup Weekend qui a fait une trentaine d'éditions au Maroc avec près de 20 villes qui ont été scrutées. Il nous dit très peu de start-up cleantech. Alors ils ont fait une édition entièrement tournée cleantech, c'était à Rabat il y a quelques semaines, mais ça reste encore timide les initiatives cleantech aujourd'hui. Oui, effectivement. Bon, en même temps, il faut avoir un certain bagage intellectuel pour pouvoir penser, pour pouvoir innover dans ce type de projet.
Maintenant, j'apprécie énormément ce type d'initiative. On a besoin de professionnalisation au niveau de la conception des projets aujourd'hui CleanTech, des projets de manière générale, mais surtout CleanTech. On a besoin de professionnalisation. On a besoin enfin, ces projets ont besoin d'apports en matière de conseils intellectuels, comment créer un business plan, par exemple, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, vous parliez de dynamique. On sera réellement dans un état de dynamique le jour où on aura des réussites. C'est-à-dire pas simplement des projets, c'est-à-dire j'ai pensé à quelque chose qui peut marcher, effectivement le prototype marche. Quand on sera passé de cette phase-là à la phase d'entreprise qui génère des millions, à ce moment-là on pourra parler de réussite et à ce moment-là on pourra parler éventuellement de dynamique qui s'enclenche, mais pas avant. Et dynamique qui s'enclenche également parce que la COP22 est là. Il y a un souffle environnemental qui est là vraiment, qui est présent. Alors, ça participe évidemment à la naissance de ce type de projet, bien évidemment. COP22, ça donne des idées à beaucoup de gens. Maintenant, je le dis encore une fois, la dynamique ne vient pas simplement des projets qui existent aujourd'hui, mais cette capacité à transformer un projet en réussite. La problématique du financement. Et on revient forcément à la problématique du financement. Ouais. Dans la phase projet, on a moins cette problématique de financement puisqu'aujourd'hui on a des fonds publics qui permettent de financer cela. Dans la partie privée, c'est-à-dire la partie où on passe du projet à la création d'entreprise, aujourd'hui on n'a rien. Soyons clairs. En termes de financement de fonds d'investissement, on a des fonds de capital risque, on a des fonds de capital développement, on a des fonds de LBO, mais on n'a pas de fonds d'amorçage. Et pourtant. Jusqu'à présent, je parle du nouveau fonds Innovinvest. Et pourtant, il y aurait quand même des mises en relation à faire énormes, peut-être entre start-up et entre monde agricole, notamment peut-être pour lutter contre ce que vous avez dit tout à l'heure, le stress hydrique ou toutes les problématiques liées à la protection de l'environnement. Il y a beaucoup de travail à faire. Le Maroc pourrait inventer des idées magnifiques en la matière. Le réseautage, ça commence à se mettre en place, notamment grâce à une initiative comme Hub Africa. Il faut renforcer ça, il faut aller dans ce sens. Oui, je pense qu'effectivement, il faut créer tout un écosystème autour d'un projet, autour d'un réseau de projets. Si on ne crée pas cet écosystème, alors de quoi on parle quand on parle d'écosystème? Prenons le cas des États-Unis, par exemple. Aujourd'hui, les universités sont en lien direct avec les entreprises. Les entreprises apportent des fonds privés pour financer les projets des universités. C'est grâce à ça que des projets innovants peuvent naître. C'est le cas notamment de Facebook. La personne qui a créé cela, elle a commencé au sein de son université, puis après a lancé son projet tout seul. Aujourd'hui, on voit que... Excusez-moi, mais je vais juste te raconter parce que la théorie des 3 cordes a été résolue par un jeune américain, un jeune californien de 25 ans, qui étudie dans une université à San Francisco et qui a financé des millions de dollars pour faire trouver la recette miracle à cette théorie de Frégorde qui a permis à Voyageur 1 et Voyageur 2, ces 2 satellites, de nous ramener les premières images vidéo et photos de nos planètes, de notre système solaire. On était dans les années 60-70. On a un train... Bien sûr. Énorme. Et vous parlez de Voyager. Je citerai par exemple l'exemple de la NASA dans la Silicon Valley, qui aujourd'hui a créé un espace dédié aux start-upers, aux développeurs de projets innovants justement liés à l'environnement aéronautique, parce que justement ils ont vu l'intérêt de ce type d'invention qui pourra servir plus tard pour des avions type Voyager, pour des aéronefs, etc., etc. Donc le lien entre l'entreprise et les entreprises, entre les universités et les entreprises privées est très importante. L'État aussi doit intervenir dans ce cercle vertueux. Il doit y avoir des centres de prototypage pour permettre de développer les prototypes et voir comment devient l'idée une fois qu'on l'a mise réellement sur le papier, qu'on l'a sortie du papier. Il y a des efforts qui ont été faits par ce gouvernement concernant justement mise en relation entre entreprises et universités. Ça a commencé à bouger ces dernières années. Alors oui, d'une certaine façon, oui, bien sûr. Je citais l'exemple de l'IRSEN. Grâce aux 250 millions de dirhams de budget qu'ils ont reçus de fonds publics, ils ont pu financer plus de 8 centres de recherche et développement. Donc on a aujourd'hui un retour bénéfique justement de cet argent public. Le Maroc peut être un modèle pour l'Afrique si vraiment cette dynamique est enclenchée et qu'elle fonctionne à court moyen terme. Ça peut aller très vite selon vous. Oui.
Je pense que ça peut aller très vite. Je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, le Maroc a un vivier de personnes très intelligentes qui ont des idées brillantes, qui répondent à des problématiques environnementales. Il faut soutenir ces personnes, il faut les aider, leur apporter des financements. Et je pense qu'aujourd'hui, la problématique principale, c'est celle du financement privé. Alors, tout faire pour que, par exemple, des nouveaux modes de financement comme le crowdfunding puissent se développer. Je pense que c'est le mode de financement le plus approprié pour ce type de projet. On n'est pas obligé forcément de passer par un fonds d'amorçage immédiatement. Ça peut venir dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, le crowdfunding peut être une solution très très intéressante. Merci beaucoup, Amine Diori. Merci à vous. Responsable PME chez Inforisque. Vous restez avec nous sur Atlantique Radio. Dans quelques instants, le point sur l'actualité en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques.